Merci beaucoup. Programme très alléchant et immédiatement, je vais passer la parole à M. Christophe Cassou, comme vous l'avez dit, qui est du Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique à Toulouse. Il nous parle de variabilité naturelle du système climatique. Peut-elle moduler le forçage des gaz à effet de serre? Le pointeur. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation pour donc à cette journée sur le climat ici à l'Académie des sciences. Donc pour répondre à cette question, est-ce que la variabilité naturelle du système climatique peut-elle moduler le forçage des gaz à effet de serre? Donc je vais commencer par un concept, par quelque chose qui est extrêmement simple, un schéma ici idéalisé d'un est-ce que ça marche? Oui. D'un enregistrement, en fait, l'enregistrement temporel, le temps ici en abscisse, l'amplitude ici en ordonnée, l'enregistrement temporel d'un observable. Alors cet observable peut être la température, la précipitation, on s'en fiche ici. Et donc, ce qui est frappant sur cet observable, c'est qu'en fait, il peut se décomposer en deux termes. Le premier, c'est une fluctuation lente du système, que l'on voit ici. Et je vais introduire un paradigme dans lequel ces fluctuations lentes du système correspondront en fait à la réponse du système climatique à des forçages externes, et je reviendrai un petit peu là-dessus sur ce qu'on appelle forçage externe. Et également, donc, c'est une fluctuation autour d'une référence, alors on la prend ici de manière arbitraire à 0, d'une fluctuation de cet observable. Alors ici, de manière très simplifiée, une sinusoïde, on verra que dans la nature, c'est pas du tout comme ça. Mais donc, mon idée est d'introduire ce paradigme donc, qui consiste à considérer un signal climatique ou un signal météorologique, un observable, comme la somme, en fait, de ces deux contributions, une réponse lente à un forçage externe et une variabilité liée à une fluctuation liée à la variabilité interne. En fait, ce paradigme, on est extrêmement familier avec cette décomposition. Alors, je prends ici l'exemple de la température de surface sur la France. L'évolution de cette température de surface, température maximale quotidienne, les jours sont représentés ici en abscisse, ces températures s'étalent sur 90 jours qui correspondent au printemps, du 1er mars 2014, donc printemps dernier, jusqu'au 30 mai 2014. Et donc on voit que cette température, cet enregistrement, a des fluctuations qui se superposent à une tendance beaucoup plus basse fréquence. Et donc on sait tous, on est au printemps, donc cette tendance basse fréquence, cette augmentation de la température basse fréquence à l'échelle de la saison correspond à la réponse du système climatique au forçage externe. Et dans ce cas, le forçage externe, c'est évidemment le soleil. Le système, là, en tout cas en France, on reçoit plus de soleil en fin de printemps qu'en début de printemps. Et donc on a un réchauffement des températures. Et donc se superpose à cette réponse du système climatique au forçage externe une modulation qui est d'une amplitude assez importante, de l'ordre de 10 degrés ici. Et cette modulation, on la connaît, on l'expérimente tous les jours. C'est le chaos météorologique, c'est la météo. Et donc j'ai représenté ici ce chaos par ce papillon en référence à Lorentz, aux travaux de Lorentz des années 60. Et donc en fait, mon observable climatique peut être considéré comme en fait une fluctuation, une variabilité, qui est l'histoire d'une combinaison entre un forçage et un papillon. Donc évidemment, à l'échelle météorologique, le papillon, c'est l'atmosphère. Le chaos atmosphérique domine principalement les variabilités naturelles à ces échelles de temps-là. Donc l'atmosphère, c'est le passage, par exemple, d'une perturbation, c'est le passage d'un front orageux, qui font ces fluctuations autour de cette tendance à long terme. Donc c'est un paradigme, une décomposition qui est assez classique et qui marche relativement bien. Et donc on va l'appliquer en fait au climat. Et donc, ici, un observable qui est la température moyenne globale de la planète. Donc, chaque couleur ici représente un jeu de données qui s'étend donc de 1850 à 2000 avec une référence toujours à 0 qui est la moyenne des températures sur la période de 1900-1949. Donc, on voit que cet enregistrement se caractérise par une tendance longue sur lequel, qui est la réponse du système climatique au forçage externe. Alors, quand on parle de climat, évidemment, le forçage externe, tout à l'heure, je vous ai présenté le printemps, le forçage externe, c'est le soleil. En climat, évidemment, les fluctuations
de l'activité solaire sont importantes. La quantité d'énergie qui arrive sur la Terre, les fluctuations basse fréquence, donc supérieures à une année, qui affectent donc qui modulent l'activité solaire sont importantes. Il faut également rajouter les volcans qui contribuent également à changer l'équilibre énergétique de la planète et la concentration des gaz à effet de serre qui joue sur l'ensemble de l'équilibre énergétique également de la planète. Alors les volcans jouent essentiellement sur la quantité d'énergie qui vient du Soleil qui diminue lorsque une grosse éruption volcanique apparaît du fait de la présence de petites particules dans l'atmosphère, dans les hautes couches, et donc tend essentiellement à jouer sur le rayonnement solaire. Les concentrations de gaz à effet de serre jouent sur le rayonnement qui est plutôt infrarouge. Donc on a cette tendance, et on a évidemment du chaos climatique. Alors le chaos climatique, de nouveau c'est un papillon, mais on n'est plus aux échelles courtes, aux échelles saisonnières, on est aux échelles beaucoup plus lentes, donc aux échelles de l'année, voire d'une décennie. Et donc le chaos climatique n'est pas l'atmosphère, mais l'océan. L'océan qui a des constantes de temps, de fluctuation beaucoup plus lentes. Donc, on va revenir un peu sur cette variabilité, sur cette variabilité interne climatique, sur ce chaos climatique lié à l'océan. Et on voit qu'il y a deux échéances de temps en fait qui sont caractéristiques de ce chaos climatique qui module les tendances qui sont liées au forçage. Alors il y a l'échelle interannuelle, donc d'une année sur l'autre. Oui, j'ai oublié de vous dire ici que chaque année, ça représente une année avec chaque courbe ici représente, enfin l'échéance temporelle ici, une échéance interannuelle. Donc les petites fluctuations que l'on voit ici qui se superposent à cette tendance d'échelle de temps courte correspondent à l'échelle interannuelle, et on voit qu'elles sont relativement fortes ici sur la température globale de la planète, globale de l'atmosphère. Et on a également des échelles multidécennales. Alors les échelles multidécennales, on les voit sur cette courbe en regardant bien. J'ai tracé ici il y a deux types de grisées, des grisées rouges en fait qui correspondent aux décennies où le système climatique se réchauffe plus vite, se réchauffe relativement vite par rapport à d'autres décennies où le système climatique se réchauffe de manière beaucoup plus lente, en particulier donc ici vers les années 50-70, et ici sur la dernière période sur laquelle je vais revenir abondamment, depuis les années 2000. Donc on a une superposition sur cette tendance de ces deux échelles de temps caractéristiques qui sont liées au chaos océanique essentiellement. Alors je vais revenir ici je vais me concentrer maintenant sur la dernière période qui est intéressante, dans la mesure où on a eu un réchauffement rapide des années 80 aux des années 2000, puis ensuite un ralentissement de ce réchauffement sur la fin de période. Alors je fais un zoom sur cette décennie, sur ces trois décennies, pratiquement 4 maintenant, de 1970 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la même courbe que précédemment, mais zoomée. Donc on a une tendance vers un réchauffement, et on voit que se superpose cette tendance des fluctuations interannuelles. Donc c'est la température globale est en haut. Et ici, j'ai représenté les fluctuations d'un indice de température, alors dans le Pacifique, qu'on appelle Niño 3-4 dans notre jargon, qui est en fait la moyenne des températures de surface de la mer sur cette zone ici, dans le Pacifique équatorial. Et on voit que cette température de surface de la mer est caractérisée par des fluctuations interannuelles relativement fortes, avec des périodes chaudes, comme ici dans le cas représenté sur cette carte, qui correspond en fait aux années 97-98, où la température de surface de la mer dans le Pacifique Est était très chaude, et ces états-là correspondent à des événements qu'on appelle des événements El Niño, et qui modulent de manière relativement forte la température globale de la planète aux échelles interannuelles. L'inverse s'appelle les événements La Niña, donc ici la moyenne des températures toujours sur cette boîte, et on a une modulation ici, donc de la température globale de la planète, qui est plus froide lorsque le Pacifique est plus froid, est en état plus froid, en état La Niña. Donc ces événements El Niño sont vraiment ont une empreinte marquée à l'échelle de la planète. Alors pourquoi ils ont une empreinte marquée? Parce qu'il ne faut jamais oublier en fait que le Pacifique représente 1/3 de la surface des océans. Donc une anomalie dans le Pacifique a un poids important en termes de température globale. Et il ne faut jamais oublier non plus qu'entre 30 degrés nord et 30 degrés sud, on a la moitié de la surface de la planète. Donc ici, en fait, cette carte est un peu trompeuse, dans la mesure où on donne le même poids ici aux moyennes latitudes que dans les tropiques, alors que les tropiques jouent énormément dans la moyenne globale de la planète. Donc cette modulation interannuelle associée aux événements El Niño. Donc maintenant, on va se concentrer sur les modulations décennales, à des échelles de temps plus lentes, qui modulent le réchauffement en cours.
Alors il existe, comme à l'échelle interannuelle, il existe des modes de variabilité aux échelles décennales qui sont bien connus depuis longtemps. Donc je vous présente ici les deux modes de variabilité principaux qui sont l'oscillation atlantique multidécennale. Alors vous avez la structure spatiale de cette oscillation qui est représentée ici. Donc elle se caractérise par un état de l'Atlantique nord qui assez homogène et qui donc fluctue entre des périodes chaudes et des périodes froides. Alors si je fais la moyenne de la température sur cette zone-là de l'Atlantique nord, on obtient cet indice semblable à l'indice El Niño pour la température aux échelles saisonnières, mais ici pour les échelles décennales. Donc chaque barre représente une année, et l'on voit que depuis 1870 ici jusqu'à maintenant, et l'on voit des fluctuations d'amplitude relativement importantes, qui sont de l'ordre de 0,5 degrés sur l'ensemble du bassin, et qui ont une fréquence privilégiée à l'échelle plutôt décennale, donc 20, 30 ans, voire 40 ans pour certaines périodes. Avec un zoom ici sur ma dernière période, où en fait la variabilité interne du système, la variabilité décennale du système océanique, se caractérise par des périodes plutôt froides, donc des années 70 jusqu'aux des années 95, où on a eu un changement abrupt vers des périodes plutôt chaudes. Alors ces modes de variabilité décennaux se caractérisent par des changements relativement abrupts. On était passé ici de phase chaude dans les années 30-40 à une phase froide dans les années 70 qui était marquée, et l'on voit qu'on a donc des fréquences privilégiées de l'ordre de 30-40 ans. Donc cette oscillation atlantique multidécennale, en fait, on voit qu'elle est fortement marquée sur l'océan, mais elle a également des empreintes assez importantes sur les continents. Alors je prends juste ici, donc je viens de Toulouse, donc j'ai pris la station la plus proche de Toulouse ici. C'est une station de débit de cours d'eau d'une rivière qui s'appelle le Salat. Donc le Salat est un affluent de la Garonne, et je prends ici le débit de cette rivière, toujours par rapport à une référence, au printemps. Donc c'est les courbes bleues la courbe bleue que vous voyez ici. Donc depuis 1900 jusqu'à 2010, je crois, sur ce dernier enregistrement. Donc chaque barre représente une année. Et ici, la courbe bleue représente une moyenne glissante de la variabilité de cet enregistrement à 20 ans. Et donc on voit que ce débit ici de cette petite rivière se caractérise par des oscillations décennales marquées. Et si l'on plaque sur cette oscillation décennale l'indice donc de l'oscillation atlantique multidécennale, donc cette moyenne des températures sur l'océan, on voit que ces deux fluctuations sont complètement anticorrélées. Ça veut dire que les températures de l'océan ici ont une influence importante ici à l'échelle régionale. Et lorsque les températures sur l'Atlantique sont chaudes, on a plutôt des débits qui sont faibles sur cette petite rivière. Donc sur les tendances sur les débits sur cette rivière, et on voit que sa structure est relativement proche et n'est pas isolée sur l'Ariège ici, mais en fait elle affecte l'ensemble de la France, du sud de la France, où l'ensemble des débits se caractérisent par ces fluctuations décennales. Et donc on en conclut que les tendances sur les débits sur 30 ans en France sont principalement pilotées par la variabilité interne de type amont. Et en fait, cette variabilité interne se superpose aux effets du forçage, mais ces effets du forçage sont faibles en termes de précipitation moyenne, et c'est la variabilité interne qui domine. Et j'ai rajouté ici attention à la surattribution, dans la mesure où on a généralement tendance à attribuer des tendances, justement, au forçage par les gaz à effet de serre, ou au forçage par le solaire, ou au forçage externe. Et en fait, pas du tout. Ces tendances-là, la tendance à une diminution des débits n'est pas du tout, en tout cas dans le sud de la France, n'est pas du tout associée au forçage, mais est fortement reliée à la variabilité interne. Donc attention à ne pas surattribuer certains signaux au forçage. Et même, j'insiste ici sur l'échelle de temps caractéristique, c'est des échelles de temps de 30 ans. À une échelle un peu plus grande, donc cette oscillation atlantique multidécennale a des effets sur l'ensemble de l'Europe. Donc ici est représentée la différence de précipitation pour l'été entre une période d'amont, on l'appelle amont dans le jargon, donc d'amont chaude et amont froide. Donc on voit ici en bleu un excès de précipitation, en rouge un déficit de précipitation. Et donc on voit que sur des échelles décennales, en fait, associées à cette oscillation atlantique multidécennale, on a des étés qui sont plutôt, on va dire, pourris sur l'ensemble de l'Europe du Nord et des étés qui sont plutôt très secs sur l'ensemble de l'Europe du Sud. Donc ce sont des signatures qui sont marquées et qui sont les principales sur l'Europe actuellement. En termes d'extrêmes, donc là j'ai parlé vraiment je vais du très local au
au continent. Et là, je reviens vers quelque chose qui est beaucoup plus petit et sur des événements extrêmes et sur les cyclones. Les cyclones de l'Atlantique tropical qui se développent ici. Donc chaque barre représente une année. Les années vont de 1950 à 2005 ici. Donc j'ai pas pris le dernier enregistrement parce que je l'ai pas trouvé sur la dernière période sous ce format-là. Et on voit que en fait, cette activité cyclonique, donc plus c'est rouge, plus l'activité cyclonique est importante, cette activité cyclonique est fortement modulée avec les années 70, 80, 90, une faible activité cyclonique qui correspond à un Atlantique froid, et depuis 95, des activités cycloniques qui sont fortes et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Voilà pour le premier mode de variabilité sur l'Atlantique Nord. Et le deuxième mode de variabilité, c'est l'oscillation pacifique décennale. Alors cette oscillation pacifique décennale se caractérise par une signature en dipôle de température, c'est la température de surface que je vous présente ici, avec dans sa phase positive des anomalies plutôt chaudes sur l'est du bassin et des anomalies plutôt froides sur l'ouest du bassin. Et si l'on prend un indice qui correspond à cette oscillation pacifique décennale, comme j'ai fait pour les indices El Niño et pour l'indice sur l'Atlantique, on voit également des fluctuations qui sont relativement importantes, voire très importantes, et avec en particulier sur la fin de période, un changement de signe de cette oscillation pacifique décennale d'un état plutôt chaud vers un état plutôt froid à partir des années 2000. Donc on voit la coexistence en fait de ces modes de variabilité très basse fréquence. Et comme l'Atlantique, cette variabilité basse fréquence du Pacifique a des impacts importants. Alors ici, je vous ai présenté les changements de précipitation sur les États-Unis associés aux deux phases de cette oscillation décennale. Donc en phase négative, on a plutôt des conditions très sèches ici sur le sud des États-Unis. Et si l'on regarde par exemple un indicateur qui est le niveau d'un réservoir, le niveau d'un barrage qui se situe ici dans le Nouveau-Mexique, donc les fluctuations ici, le temps est en bas, le niveau du barrage est ici en haut, et on voit des fluctuations, et les fluctuations décennales correspondent bien aux phases de cette oscillation décennale dans le Pacifique. Ça a également un impact fort sur le vivant. Donc ici, j'ai représenté le taux de mortalité d'une espèce d'arbre ici dans les cascades dans l'État de Washington. Et donc chaque point ici représente une année. Donc vous avez la mortalité ici en abscisse, et ici l'indice de cette oscillation pacifique décennale en ordonnée, et on voit une bonne corrélation entre la mortalité de ces arbres et cette oscillation-là. Alors, qu'est-ce que tout ça implique sur les 30 dernières années? Alors ici, je vous ai représenté, j'ai calculé la tendance de la température à 2 mètres sur la période 1980-2010, à partir de ce jeu de données. Donc c'est exprimé en degrés par décennie. Et donc on voit que, en fait, la température globale, la température à l'échelle régionale n'a rien d'uniforme et se caractérise en fait par des structures de grande échelle qu'on connaît bien. Donc la première est un réchauffement rapide ici, sur les 30 dernières années, des latitudes polaires, donc plus rapide au niveau de latitude polaire que sur l'ensemble de la planète, et qui s'explique par la diminution de la neige et qui se traduit aussi par la diminution de l'étendue de banquise au niveau de l'Arctique. Par contre, on voit très bien ici, sur l'Atlantique Nord, par exemple, un réchauffement qui est plus marqué que sur l'ensemble de la planète. Et en fait, ce réchauffement est l'empreinte de l'oscillation atlantique multidécennale qui se superpose au réchauffement global lié au forçage par les gaz à effet de serre essentiellement sur cette période. Et on voit dans le Pacifique qu'en fait, on n'a pas du tout un réchauffement, on a même un refroidissement local, qui s'explique par le changement de phase de cette oscillation pacifique décennale. Alors ce refroidissement local, en fait, il est relativement faible par rapport au reste de la planète, et il est faible parce qu'en fait, il contrebalance le réchauffement qui est lié aux gaz à effet de serre essentiellement sur cette période-là. Donc, à retenir, les tendances ne sont pas spatialement uniformes, mais sont vraiment empreintes régionalement de variabilité interne, parce que l'amplitude de la variabilité interne est aujourd'hui du même ordre de grandeur que celle du forçage par les gaz à effet de serre. Donc cette variabilité interne joue le rôle de modulateur. Alors qu'en est-il pour cette décennie 1990, enfin 2000-2010 ? En fait, pour l'expliquer, on prend un petit peu de soleil, dans la mesure où l'activité du soleil était un petit peu plus faible sur cette décennie-là. Un petit peu de volcan. Alors il n'y a pas eu de grosses éruptions volcaniques, mais il y a eu beaucoup de petites éruptions volcaniques qui fait qu'il y a un niveau de fond d'aérosols volcaniques qui se sont mis de l'atmosphère, donc qui contribuent un petit peu à refroidir.
On prend un petit peu d'AMO, et puis on prend surtout un petit peu d'Atlantique, donc, et on prend surtout beaucoup de Pacifique, qui contrôle en fait ce ralentissement du réchauffement observé sur les dernières années. Donc tout ça, on fait la somme de tout ça, et on arrive à très bien expliquer ce qui se passe ici sur les 15 dernières années. Alors évidemment, je n'ai pas du tout parlé de CO2, donc je pense qu'on va me traiter de climato-sceptique si j'en parle pas. Donc il faut évidemment, à tout ça se superpose le forçage lié au gaz à effet de serre, qui fait que la tendance négative sur le Pacifique est plus faible que s'il n'y avait eu que la variabilité interne, qui est forte en ce moment. Alors juste pour faire un petit peu de physique, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je pense que c'est intéressant quand même de regarder que, surtout de dire qu'il faut aller bien au-delà de la simple température globale de la planète pour comprendre ce qu'est le dérèglement climatique et ce qu'induit le forçage par les gaz à effet de serre. Donc ici, j'ai représenté tout simplement un océan, c'est l'océan Pacifique. Donc il est fermé ici, on est en Indonésie, on est au Pérou à ce niveau-là. La surface de l'océan est ici en haut et le fond de l'océan est ici en bas. Et donc on a une couche chaude, évidemment, dans l'océan de surface, une couche froide dans l'océan de profondeur. Et on a ce chauffage par les gaz à effet de serre qui est de l'ordre de 2,3 watts par mètre carré aujourd'hui. Donc ces gaz à effet de serre tendent à réchauffer la couverture de surface. Et on voit que 93% du surplus d'énergie en surface est absorbé par cet océan. Je prends le même cas et je mets un paramètre supplémentaire qui est le vent. Lorsque le vent souffle est un petit peu plus fort que cet état de référence, en fait, vu que le Pacifique est fermé, l'eau chaude, ici, tend à descendre un petit peu plus en profondeur et l'eau froide tend à remonter un petit peu plus en profondeur. Ça veut dire que si on fait en fait la moyenne de l'énergie qui est contenue dans cette couche de surface uniquement, et si on ne prend pas en compte l'océan dans sa couverture tridimensionnelle, on voit ici, on en déduit ici, un refroidissement de la température de surface de l'océan, alors que si on regarde vraiment ce qui se passe sur l'océan total, on voit que l'inverse se produit. Juste pour vous montrer que c'est le cas dans les observations. Donc j'ai repris ici ma petite courbe avec ma loupe pour faire le zoom, pour vous montrer que en fait les vents sur cette période de 1997-2000 se sont accélérés. J'ai représenté ici la différence de vent entre donc la période 99-2012 et la période précédente, les 10 ans avant. Et donc on voit que les vents ici sont plus forts sur le Pacifique, qui s'explique très bien, ce qui est cohérent avec la variabilité interne Pacifique décennale. Et ici est représenté le contenu de chaleur dans les premières couches de l'océan. Alors l'océan superficiel pour nous c'est jusqu'à 700 mètres, donc c'est la courbe bleue. Et l'océan ici total, qui est là, enfin total jusqu'à 2000 mètres, qui est la courbe grisée. Et on voit qu'à partir de 2000, il y a un décrochage entre cette température de surface de l'océan qui tend à se stabiliser, qui continue à augmenter mais qui tend à se stabiliser, et l'océan total, évidemment, qui tend à intégrer le forçage par les gaz à effet de serre. Alors ce qui est assez marquant ici sur cette courbe, c'est de voir aussi l'effet des volcans. On voit deux grisés ici qui se correspondent aux éruptions de Pinatubo et aux éruptions d'El Chichon, qui ont un effet fort, dont l'effet est marqué sur environ une dizaine d'années. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est ce décrochage. Donc se limiter à la température de surface de la mer pour en déduire, pour avoir des conclusions sur le réchauffement climatique, n'est absolument pas suffisant. Il faut considérer l'ensemble de l'océan profond. Alors juste pour finir, pour vous montrer que tout cela est bien compris par les climatologues et bien représenté par les outils du climatologue qui sont le modèle. Donc ici, je vous ai représenté une vision du modèle, donc qui est une discrétisation de l'atmosphère, de l'océan, de tous les sous-systèmes climatiques en petites boîtes ici sur lesquelles sont calculés tous les paramètres météorologiques. Donc sur ces paramètres météorologiques, dans ce modèle, on lui soumet, on le force par les forçages externes, qui sont la concentration des gaz à effet de serre, les éruptions volcaniques et le soleil. On y met un petit peu de papillon, parce qu'évidemment, le papillon atmosphérique, c'est une caractéristique intrinsèque du système climatique. Il ne faut jamais oublier que la variabilité interne papillon atmosphérique, papillon océanique joue un rôle important. Et on en déduit donc un ensemble de simulations, de projections climatiques sur une période donnée. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on en déduit toujours un ensemble. Et en fait, je pris ici deux réalisations
deux membres de ces ensembles, par exemple le membre bleu et le membre vert, et on voit qu'ils ont des comportements, en tout cas sur les prochaines décennies, qui sont très différents. Ce membre vert tend à refroidir, alors que ce membre bleu tend plutôt à réchauffer, et pourtant ils sont soumis exactement au même forçage, et la seule chose qui différencie les deux simulations, c'est les conditions de l'atmosphère du 1er janvier de 1850. 1850, pas maintenant, c'est 1850. Donc ce petit papillon atmosphérique a excité des modes de variabilité décennaux dans l'océan qui correspondent à ces petites fluctuations. Et donc le signal climatique ne doit pas être vu. En fait, l'observation est une des courbes parmi ces membres-là. Et donc le signal climatique doit être vu en fait comme une distribution de probabilité des possibles pour le futur, que j'ai représenté ici. Donc cette distribution de probabilité avec des chances, donc on a par exemple sur ce grisé-là, on a une chance sur 4 que les observations tombent là-dedans. Ici, une chance sur 20, on a donc une distribution de probabilité avec un écart ici. Et là, le petit grisé, le petit tireté ici représente la moyenne de toutes ces simulations. Et ces simulations-là correspondent à la seule réponse du système climatique au forçage par les gaz à effet de serre. Donc ce réchauffement ici, c'est la seule réponse du système climatique. Et pour être bien précis, cette courbe-là n'a aucune chance de se réaliser dans la réalité. Aucune. Parce que la réalité, c'est la superposition entre le forçage et la variabilité interne. Donc la réalité sera dans ce panache-là, avec des hauts et avec des bas, qui se superposent autour de cette tendance. Pour vous montrer que ça, c'est absolument bien pris en compte dans le modèle, je vous ai représenté ici un modèle avec 30 membres, 30 réalisations possibles. Alors ici, c'est sur les États-Unis, et c'est la tendance qui est simulée par ces modèles entre 1971 et 2005. Donc vous voyez qu'en fait, parmi ces 30 membres, pour un modèle, et je répète, la seule chose qui change, c'est la condition du 1er janvier de 1850, on a un peu tout et un peu son contraire. La réponse du système climatique au forçage par les gaz à effet de serre, au forçage externe, solaire, plus volcan, plus gaz à effet de serre, c'est celle-là. Les observations sont ici, et en fait, on voit que parmi les possibles du modèle, il y en a un qui se rapproche des observations. Donc, attention, les observations ne seront jamais cette réponse du système climatique forçage par les gaz à effet de serre. Ce sera quelque chose parmi les possibles estimés par ces modèles-là. Reste plus que 5 minutes, ok. Donc, pour finir sur cette décennie 2010-2010, est-ce que c'est une surprise climatique? Alors, j'ai repris ici sur cette courbe ici, les températures globales moyennées sur 10 ans. Donc un point représente une moyenne. Donc le dernier point ici, c'est 2005, qui correspond à la moyenne 2000-2010. Donc chaque spaghetti représente un modèle. La courbe rouge représente l'estimation de la réponse climatique au forçage, c'est-à-dire la moyenne de tous les modèles et de tous les membres, de toutes les réalisations possibles. Et la courbe noire représente les observations. Donc on voit que les observations sont bien comprises dans ce panache qui correspond à ce que va être le climat, c'est-à-dire une tendance plus la réponse plus l'empreinte de la variabilité interne. On voit que certaines fois, les observations sont plus chaudes que la seule estimation liée au forçage par les gaz à effet de serre, et les volcans et le solaire. Donc elles sont plus chaudes parce que la variabilité interne tend à réchauffer un peu plus que le forçage. Et on voit qu'il y a certaines périodes où les simulations, où en fait les observations sont plus froides que la réponse liée au forçage par les gaz à effet de serre. Donc là, il y a juste un zoom sur cette période-là, et on voit que les observations d'aujourd'hui sont plus froides que cette seule réponse, et qu'en fait, mais toujours dans le panache des domaines des possibles, parce qu'il y a de la variabilité interne. Et donc, en fait, le réchauffement observé aujourd'hui est plus faible sur cette décennie-là que celui qui est seulement induit par les seuls forçages. Et donc, le fameux plateau, le hiatus, comme on l'appelle, de 2000-2010, n'a absolument aucunement une surprise pour les climatologues. Ça fait partie de cette variabilité. Le système ne se réchauffera pas de manière linéaire, il aura des fluctuations. Alors, je vais peut-être passer sur celui-là. Alors, juste pour finir, donc jusqu'à quand, en fait, cette variabilité interne va moduler l'effet du forçage par les gaz à effet de serre? Donc, j'introduis ici un concept qui s'appelle la date d'émergence. La date d'émergence, c'est la date à partir de laquelle le changement induit par les forçages externes est détectable en présence de variabilité interne intrinsèque au climat. Et en fait, cette métrique, elle est très très pertinente, elle est beaucoup plus pertinente que le changement moyen,
parce qu'en fait, elle est cruciale pour l'adaptation des écosystèmes. Parce qu'on peut la comprendre comme le début du jamais vu par rapport à un climat industriel, pour un écosystème. Et donc, en fait, on voit que cette date d'émergence, donc la date à partir de laquelle le climat n'est plus compatible avec cette variabilité interne, en fait, elle a une structure spatiale qui est extrêmement marquée. Alors, les années sont ici. Les années plutôt marron, c'est les années 2010, et les années plutôt blanches, c'est plutôt vers 2050. Et on voit que dans les tropiques, aujourd'hui, le climat tropical n'est plus compatible avec la seule signature de la variabilité interne, mais correspond à quelque chose qui est un nouvel état, qui est fortement impacté par le forçage par les gaz à effet de serre. Mais si on se rend compte aussi qu'aux latitudes polaires, c'est le cas, si on se rend compte aux moyennes latitudes, on fait un petit zoom. Donc ici, j'ai repris les États-Unis, et on voit qu'en fait, aux États-Unis, il faudra attendre 2030-2040 pour avoir des signatures en température qui seront incompatibles avec le forçage par les gaz à effet de serre. Et on voit que sur l'Europe, en fait, on est en hiver ici, il faut également attendre 2030-2040. Donc ça veut dire ici que, en fait, sur ces continents, en tout cas aux moyennes latitudes, on ne peut pas détecter, par les seules observations, et si l'on s'intéresse à la température annuelle, on ne peut pas détecter l'effet du changement climatique. En été, c'est un petit peu différent. Cette détection est beaucoup plus tôt, vers les années 2020 pour l'Europe. Alors, quelques conclusions. Donc, tout d'abord, j'espère vous avoir convaincu que la variabilité interne, à l'échelle interannuelle et multidécennale, en fait, elle a modulé. Elle module et elle modulera encore les tendances liées au forçage par les gaz à effet de serre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'effet de cette amplitude est du même ordre de grandeur aujourd'hui que celle du forçage. Cette variabilité interne, elle a une structure à la fois, elle a une structure géographique qui est marquée, elle est beaucoup plus faible dans les tropiques et elle est beaucoup plus forte aux moyennes latitudes, qui fait qu'on peut difficilement détecter aujourd'hui, quand on regarde un seul paramètre, la température, c'est ce que je vais vous montrer ici, l'effet des gaz à effet de serre. Le hiatus des années 2000 en température globale, en fait, il s'explique principalement par les changements de phase de ce mode de variabilité interne qui est important, c'est l'oscillation pacifique décennale. Alors, c'est pas du tout une surprise, il y en aura d'autres dans le futur, ne vous inquiétez pas. Alors que le dérèglement climatique d'origine anthropique, lui, se poursuit. Il y a d'autres indicateurs qui montrent, par exemple, le nombre de records battus, les extrêmes planétaires, qui montrent qu'évidemment, on est sur cette tendance. Et enfin, je dirais, ne pas confondre projection climatique et prévision climatique. Donc la projection climatique, c'est l'estimation de la réponse du système climatique au forçage par les gaz à effet de serre. La prévision climatique, c'est l'estimation de cette réponse, plus la chronologie et l'influence de cette variabilité interne. Donc on communique beaucoup sur cette projection climatique, on communique peu, en fait, dans les médias, sur cette prévision climatique. Mais en fait, ce qui va arriver, c'est ça, c'est la prévision climatique, c'est pas la projection climatique. Donc il y a bien une tendance, mais il y a une modulation de ces tendances à l'échelle par la variabilité interne. Et deux règles simples, donc aller au-delà de la simple considération de la température de surface pour documenter le dérèglement climatique, et surtout ne pas déduire des conclusions hâtives sur les tendances qui sont calculées sur des fenêtres temporelles qui sont plus courtes que les échelles de temps caractéristiques de la variabilité interne. Et donc juste à propos juste pour insister sur le fait qu'on doit être extrêmement vigilant à propos des messages climatiques, donc j'ai juste représenté ici une lettre que l'ensemble des maires de France tous les maires de France ont reçu cette lettre qui vient d'une société de calcul mathématique qui se dit scientifique, note scientifique aux mairies de France, et qui prend les 10 dernières années et qui trace une tendance et qui dit ensuite le réchauffement climatique est terminé. Donc attention, la tendance ici sur 10 ans n'est absolument pas représentative du fonctionnement du système climatique. Alors je me suis amusé à faire ces tendances-là sur les 30 dernières années. Alors lui, il a une tendance positive, moi j'entends bien une tendance négative. Bon. Faible, mais on voit qu'en fait, tout ça, si on prend 10 ans, ça n'a aucun sens. Les tendances, par exemple 67-76, sont négatives, et pourtant on était en période de réchauffement. Pour renforcer un petit peu le clou, je finis juste par ce dernier transparent, pour vous dire que c'est vraiment complètement... il faut être extrêmement prudent sur les tendances. Je reprends la température moyenne ici de la France sur le printemps dernier, et je fais une tendance sur... une échelle de temps qui est plus petite que l'échelle du forçage. Donc entre ce point-là et ce point-là, c'est 10 jours. Et en fait, cette tendance est négative, et c'est comme si j'en déduisais que l'été était fini. Alors qu'on est évidemment ici au mois de mai, et qu'on sait très bien que l'été va arriver. Donc,
attention aux messages climatiques, attention à ce qu'on fait sur les tendances, et ne jamais oublier qu'on ne parle pas de projection climatique, mais de prévision climatique, qu'il